Nous allons tout de suite passer au deuxième exposé. Nous prendrons les questions donc ensuite dans la boucle. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir mon collègue et ami, le professeur Roger Puivet, professeur à l'Université de Lorraine, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, dont les travaux nombreux s'inscrivent en partie, mais pas tous, dans les domaines de la philosophie de l'art, de la philosophie de la religion et de l'épistémologie. Il a publié plusieurs ouvrages dans chacun de ces domaines. Je mentionnerai simplement L'Ontologie de l'art, réédité chez Vrin en 2010, L'art et le désir de Dieu aux presses universitaires de Rennes en 2017, et plus récemment Du mode d'existence de Notre-Dame, philosophie de l'art, religion et restauration au CERF en 2022. Donc, son exposé aujourd'hui s'intitule « Pourquoi la beauté ?» Mon cher Roger, je te laisse la parole. Merci, je vais parler en français, mais il sera possible de lire la même chose, en gros, que ce que je dirais en anglais. Et d'abord, merci pour l'invitation dans ce colloque qui, évidemment, dont le sujet m'intéresse beaucoup. Alors, je voudrais commencer par quelques remarques, ou plutôt par des questions au sujet des propriétés esthétiques. Je vais pouvoir aller très vite parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par Claudie. La première question à se poser est sans doute de savoir s'il y en a des propriétés esthétiques. Il se pourrait en effet qu'il y ait seulement des prédicats esthétiques, mais pas de propriétés. C'est-à-dire pas de caractéristiques propres à certaines choses et en faisant ce qu'elles sont, des propriétés substantielles, ou bien des propriétés au sens d'accident. Donc toute une partie de l'esthétique moderne et contemporaine porte sur le discours sur l'art, donc sur des prédicats, en se demandant quel usage nous faisons de ces prédicats, mais sans prétendre en rien discuter de propriétés qui seraient fondées ontologiquement. Et je crois que l'antiréalisme en esthétique est fort répandu et on préfère souvent penser l'esthétique comme une description d'une expérience que nous faisons plutôt qu'une description de choses dans le monde. Si l'on accepte l'existence de propriétés esthétiques, alors quelles sont-elles? Qu'est-ce qui les rend différentes, comme ça a déjà été dit, des autres propriétés? Certains diraient qu'elles existent bien, en un sens, mais qu'elles sont projectives ou subjectives, ou constitutivement illusoires, comme disait Gérard Genette. Qu'elles sont plutôt culturelles, classificatoires et historiques. Et certains sont allés dans cette direction en proposant d'intégrer la question des propriétés esthétiques finalement à celle à l'ontologie des objets sociaux ou à une ontologie des choses ordinaires. Sont-elles des propriétés réelles et indépendantes de nous? Donc rares sont ceux qui le soutiennent et qui sont prêts à aligner les propriétés esthétiques, l'élégance ou la tristesse sur des propriétés physiques comme être gazeux ou avoir une certaine constitution chimique. Et il paraît tentant à beaucoup de se rabattre sur un statut ontologique plus approprié alors à la relation que ces propriétés ont avec des usages linguistiques dans un contexte culturel. Donc elles seraient objectives et descriptives, mais pas réelles. Je crois que c'est tentant de penser comme ça. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir de bonnes raisons de les attribuer, et elles peuvent être attribuées à bon escient, mais elles ne sont pas des propriétés réelles au sens où ce seraient des propriétés physiques, comme
les propriétés que, selon certains, les sciences de la nature nous permettent de découvrir. Une solution un temps envisagée, peut-être elle est moins courue ces derniers temps, il me semble, dans l'esthétique analytique, c'est très années 90 en quelque sorte, c'est de faire des propriétés esthétiques des propriétés survenantes. Les propriétés esthétiques dépendraient et covarieraient avec d'autres propriétés phénoménales ou même physiques. Et certains considèrent même qu'elles leur sont réductibles. Non seulement elles en dépendent, mais elles covarient avec elles, mais elles y sont réductibles. Par exemple, tous ceux qui ont considéré, et ça déborde très nettement les années 90 du siècle dernier, que toute beauté est réductible finalement à des propriétés comme la symétrie, la brillance, l'unité. D'autres pensent que les propriétés esthétiques dépendent et covarient, mais sans réduction, et donc elles seraient émergentes. Mais on peut aussi penser que la survenance n'est pas directe, mais que certaines croyances surviennent sur des propriétés phénoménales et que les propriétés esthétiques surviennent elles-mêmes sur ces croyances. C'était à peu près l'idée à laquelle je me rangeais dans le chapitre 5 et 6 du livre « L'ontologie de l'œuvre d'art ». Ce qui alors encouragerait à penser que les propriétés esthétiques dépendent d'une réponse. Ce sont des propriétés Janus, une face dans la chose qu'elles qualifient et une autre face dans la personne qui les appréhende. Ce sont des propriétés relationnelles et extrinsèques, alors. Sont-elles formelles? Sont-elles intentionnelles ou symboliques? Peut-être les deux. Et si elles dépendent d'une réponse, elles ne sont pas intégralement matérielles. Et elles sont plutôt formelles. Ou au moins, elles ont un aspect formel. Mais la réponse suppose des capacités rationnelles, de celles qu'on accorde généralement aux êtres qui sont capables de comprendre des symboles. Sont-elles normatives? Sont-elles évaluatives? Sans doute, au moins, certaines sont évaluatives, comme la beauté. Mais il semble que certaines pourraient être strictement descriptives, celles qui sont historico-esthétiques en particulier. Et d'autres pourraient être normatives, comme l'élégance. Bien voilà, ça fait tout un ensemble de questions qui sont, comme ça a aussi déjà été montré par Claudine, pas faciles à démêler en quelque sorte, les unes des autres, encore moins susceptibles d'une réponse facile. Alors je me suis déjà intéressé à toutes ces questions qui sont vitales pour le sujet de ce colloque, mais je voudrais en poser une autre qui est, je crois, délaissée et que je pense pourtant fondamentale. C'est-à-dire poser la question: pourquoi y a-t-il des propriétés esthétiques plutôt que non? Et une question que je crois presque équivalente, mais je ne dirai rien sur le presque, c'est: les propriétés esthétiques ont-elles une finalité? C'est une question de causalité finale des propriétés esthétiques. Et je vais la poser au sujet d'une propriété particulière, parce que c'est peut-être celle pour laquelle c'est le plus intéressant de la poser, qui est la beauté. Et en répondant à cette question, je serai conduit à examiner différentes possibilités au sujet de la nature des propriétés esthétiques et différentes possibilités, justement parmi celles que j'ai déjà évoquées jusqu'alors. Cette question
de la finalité de la beauté a, me semble-t-il, disparu au moment même, et je dirais peut-être parce que, au XVIIIe siècle, l'esthétique s'est constituée comme une discipline philosophique à part entière. L'esthétique alors consistait, je le dis rapidement, mais au besoin je pourrais expliquer plus, a consisté à recycler certaines des notions fondamentales de la métaphysique et de la théologie, dont celle de beauté, mais en éliminant certaines de leurs caractéristiques, même, je dirais, en les réduisant, ou en les gauchissant, ou en les déformant. Et on ne saurait mieux dire que Jacques Morizot, ici présent, je le cite, c'est dans l'article Beauté de l'Encyclopédie philosophique en ligne, alors que le réalisme reconnaît une place éminente au beau en tant que celui-ci célèbre la dignité de l'être, la pensée esthétique qui s'est constituée au cours du XVIIIe siècle ne lui accorde qu'un rôle secondaire, puisqu'il est désormais subordonné à la liberté d'évaluation de chaque sujet. La beauté n'est plus une propriété réelle, le terme beauté ne décrit rien, et pour le coup, rien dans le monde n'est beau. Mais il reste qu'un sujet peut se trouver dans une situation où il est satisfait de dire d'une chose qu'elle est belle. Il agit alors, inévitablement, nous disent les esthéticiens, presque tous les esthéticiens à partir du XVIIIe siècle, il agit alors comme si, et voilà l'illusion constitutive, comme si la beauté était ce dont il parle, alors qu'il parle de son état mental ou de l'état de son esprit. Il signale ce qu'il ressent, ce que cela lui fait, et il signale son état phénoménal. L'effet que sa propre affection a sur lui. Et on pourrait citer ce passage très célèbre de la critique de la faculté de juger, paragraphe 1 de Kant, et tout particulièrement la toute fin, lorsque Kant dit que j'essaye de lire juste la fin, que on ne parle de rien, on ne désigne absolument rien dans l'objet, mais le sujet, au contraire, s'éprouve lui-même tel qu'il est affecté par les représentations. Donc ça se passe dans le sujet, le monde n'est plus concerné du tout. C'est l'effet de sa représentation sur le sujet qui est esthétique. Ce qui signifie que la beauté n'est une propriété de rien dans le monde. Et donc, elle ne dépend pas d'une réponse, puisqu'il n'y a pas de réponse, il y a une réponse à rien. Elle ne désigne rien dans l'objet, mais pas même l'objet lui-même. Et c'est une réaction subjective à une réaction subjective. Elle ne concerne que la relation de l'esprit à lui-même. Alors, pour le coup, c'est une propriété formelle, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas ce qu'est l'objet. On en arrive alors à cette affirmation de Kant très célèbre, à la fin du paragraphe 17 de la critique de la faculté de juger, la définition du beau du troisième moment de l'analytique du beau. La beauté est la forme de la finalité d'un objet, mais c'est sa forme de la finalité d'un objet. Ce n'est pas la finalité de l'objet, c'est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle est conçue, en tant qu'elle est perçue
sans représentation d'une fin. C'est un peu comme l'aspartame, ça a le goût du sucre, mais ça ne sucre pas. Alors, dans cette perspective moderne, est-il possible de répondre à la question « Pourquoi la beauté ?» On répond en disant « Oui, nous utilisons des termes esthétiques, nous pouvons essayer de comprendre quel usage nous faisons de ces termes, et l'esthétique comprise comme une analyse des... C'est l'esthétique comprise comme une analyse des énoncés utilisant des termes esthétiques. » Ce que vous trouvez chez Wittgenstein, chez Monroe Beardsley, c'est par exemple dans une perspective pragmatique, dans un sens sans doute un peu différent de celui qu'emploie Claudine. Ou bien vous avez une phénoménologie de l'expérience esthétique, alors là en France on a beaucoup donné, ou bien vous avez une psychologie de la perception esthétique, les sciences cognitives, la neuroesthétique s'y est mise, et plus généralement la psychologie d'une certaine sorte d'expérience que nous sommes supposés avoir dans, je dirais, la perception esthétique ou dans la vie esthétique. Et les théories dominantes sont des théories alors dans lesquelles la beauté est fondamentalement liée à une sorte de plaisir. Quelques autres propriétés esthétiques peuvent avoir S'agissant d'autres propriétés esthétiques, elles peuvent avoir une signification culturelle, en particulier historico-esthétique, classificatoire, même normative. Elles peuvent être intentionnelles, avoir une signification, mais beau resterait une propriété formelle. Elle signalerait, beau signalerait cette propriété, signalerait un affect, et elle serait, en ce sens, dépourvue de signification. Finalement, on en arrive à une thèse qui est fort proche de celle des théoriciens de l'émotivisme moral, dans laquelle bon n'a pas de contenu. C'est une réaction, c'est quelque chose qui nous arrive. Quand nous disons bon, c'est parce que quelque chose nous saisit. Et beau n'aurait pas de contenu, et dès lors, il n'aurait pas de finalité non plus. Il serait simple. Il peut simplement, le mot beau ou l'appellation beau peut simplement être apparemment intentionnel, sur le mode du comme si, mais ça n'a pas de finalité réelle. Et la beauté, en ce sens, serait autotélique. Je pense que c'est la raison pour laquelle, si on va dans ce sens-là, par exemple, Goodman s'était efforcé d'avoir une esthétique dans laquelle il n'est jamais question de la beauté. Parce que pour lui, l'esthétique est une théorie sémantique, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens de s'interroger sur la finalité de la beauté. Je suis tenté de penser que dans la philosophie moderne, il est arrivé la même chose avec la notion de beauté qu'avec celle de loi. Au moins celle de loi de loi morale, selon Elisabeth Anscombe, dans la philosophie morale moderne. Je vous ai mis une très belle photo d'Elisabeth Anscombe. On rêve d'avoir un chapeau comme ça. Et la notion de loi, selon Anscombe, a continué à être utilisée, mais a perdu toute sa signification parce qu'elle a été coupée de l'idée d'un législateur divin. Et on est même venu à dire, d'après Anscombe de façon totalement absurde, et c'est son terme, c'est pas le mien, que la moralité consiste à se donner à soi-même sa propre loi. Ce qui est à peu près aussi possible que de se dire bonjour le matin, au réveil. Eh bien, de la même façon, la notion de beauté a continué à être utilisée au XVIIIe siècle, mais elle a été coupée de sa source métaphysiquement, de sa source métaphysique et de sa source théologique. Et il ne peut plus y avoir de réponse à la question de savoir pourquoi il y a dans le monde de la beauté plutôt que non.
on peut seulement répondre que la beauté remplit une fonction, par exemple, liée à l'évolution animale. C'est-à-dire que la beauté peut jouer un rôle, en particulier dans la sexualité, dans la vie sexuelle des animaux, ou elle est liée à une certaine sorte de plaisir, ou bien elle indique une préférence culturelle pour certaines configurations phénoménales, des configurations phénoménales sur lesquelles cette préférence survient. Et c'est finalement la sorte d'explication dont, en particulier les études culturelles, les cultural studies, et je dirais les sciences humaines et sociales, en général, c'est celle qu'elles donnent. Donc voilà ce qui est arrivé à la beauté. Alors je vous ai mis la couverture d'un livre qui est en soi d'ailleurs très, très intéressant sur The Evolution of Beauty, qui véritablement ancre, comme pas mal d'autres depuis 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, qui vont dans le sens d'avoir une théorie évolutionniste de la beauté. Alors, ce que je proposerais, c'est de changer complètement de perspective et de prendre au sérieux la finalité. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre au sérieux la finalité? Ça veut dire envisager la possibilité de sa réalité. La possibilité que la beauté est une finalité. Prendre au sérieux cette idée-là. Et c'est donc prendre au sérieux les causes finales et même envisager qu'il puisse y en avoir une principale. L'argument de la beauté, l'argument esthétique, comme on dit aussi, tel qu'il est proposé par Frederick Tennant dans sa Philosophical Theology de 1928, va pouvoir alors nous intéresser. En fait, je suis venu à ce texte, je dois le dire, à travers l'autre référence que j'ai indiquée, le livre de Mark Wynne, God and Goodness, qui date de 1999. Sinon, je n'aurais pas eu l'idée d'aller lire Frederick Tennant, un théologien, un obscur théologien britannique du début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que dit Tennant ? Il dit si la nature trouve ses origines dans des forces qui sont indifférentes aux valeurs esthétiques, alors il n'est plus vraisemblable qu'elle manifeste de la beauté en général et pas plus les œuvres des êtres humains, pour autant que ces œuvres sont produites sans intention artistique. Deuxième point, mais la nature est belle uniformément, alors que les produits des êtres humains sont rarement beaux en l'absence d'une intention artistique. Troisième point, donc, la prémisse doit être rejetée. Nous devons supposer que, très probablement, la nature ne dérive pas de forces qui sont indifférentes aux valeurs esthétiques. Quatrième point, ce qui conduit à l'idée que la nature est l'œuvre d'un esprit, et plus particulièrement d'un esprit en harmonie avec une forme de plénitude esthétique. C'est la reprise donc d'un argument fort ancien que Tennant reprend en théologien de base, si je puis dire, et qu'il adapte sans doute à un certain nombre de considérations plus contemporaines, au moins au début du XXe siècle. C'est vraiment
un argument téléologique. Tennant entend expliquer et justifier pourquoi nous faisons l'expérience de la beauté, et en ce sens, pourquoi nous pouvons dire qu'il y a de la beauté. Nous reconnaissons dans la beauté, dont nous faisons l'expérience, dit-il, un auteur de la nature, de la même façon que nous reconnaissons des auteurs des artefacts dont nous disons qu'ils sont beaux. Et la beauté du monde ou des choses naturelles serait ainsi un témoignage de l'origine de toute chose. Elle peut, la beauté peut être, dans le raisonnement de Tennant, la beauté peut être une propriété subjective. Ça peut être une propriété survenante, ça peut être une propriété formelle. Mais elle pourrait aussi être une propriété réelle ou une propriété pleine de sens. En tous les cas, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que la relation de l'esprit à lui-même, comme pour Kant, ou la relation que chaque sujet entretient avec les autres sujets dans un environnement culturel. Ce n'est pas simplement une valeur partagée dans une perspective, disons, pragmatique, mais c'est une valeur réelle, selon Tennant. Et dans l'histoire de la philosophie, on trouverait de multiples tentatives pour répondre à la question de savoir pourquoi il y a de la beauté, en utilisant un argument de cette sorte, comme on dit, un argument par la beauté. Nous en trouvons différentes formulations, fondées sur un arrière-plan métaphysique en général radicalement réaliste, chez Platon, chez Augustin, chez Bonaventure, chez Jonathan Edwards, par exemple, moins connu, et plus récemment aussi chez Richard Swinburne ou chez Alvin Plantinga. La beauté est pour eux une propriété téléologique. La beauté du monde ou la beauté des choses dans le monde manifeste pour eux une intention divine à l'œuvre dans la création, de la même façon que l'ordre ou la moralité manifeste cette intention divine. Et je crois qu'on pourrait trouver, mais je ne fais que citer le texte, parce que son commentaire devrait être assez développé pour que ça soit utile, on peut citer ce passage du livre 12 de la métaphysique d'Aristote, où finalement ça pourrait être quelque chose d'assez proche aussi de ce que disent ceux qui adoptent l'argument de la beauté. Alors, l'idée, c'est de, à travers cette tradition, comprendre la propriété de beauté. Et je crois que ça suppose de faire une distinction importante. De distinguer deux concepts de beauté. L'un des concepts est attributif. Il consiste à penser la beauté comme la meilleure réalisation esthétique d'une chose en fonction de ce qu'elle est. Exactement comme le concept de gros, le concept gros est typiquement attributif, puisque une grosse souris est petite comparée à un gros éléphant. C'est en gros, si je puis dire, ce que Kant
appelle la beauté adhérente. C'est-à-dire qu'il existe pour chaque sorte de chose un critère de sa beauté qui est inhérent à ce qu'est la chose belle, dite belle. Et on peut penser aussi au beau cheval ou à la belle marmite dans l'Hippias majeur de Platon. C'est bien cette beauté-là, c'est la beauté qu'un scolastique dirait secundum quid. Ça fait tout de suite plus savant si on le dit en latin. L'autre concept de beauté n'est pas attributif, il est prédicatif. Comme le prédicat vert, comme la propriété verte, qui est dit d'une chose et qui n'implique pas ce dont on parle quand on dit que c'est vert. Simplement parce qu'il y a des tas de choses qui sont vertes et elles sont vertes indépendamment du fait d'être les choses qu'elles sont. Quand on parle de beauté, je crois qu'on peut parler de la beauté attributive, mais peut-être que certainement que dans l'argument par la beauté, il s'agit plutôt de la beauté prédicative. C'est-à-dire que beauté, à ce moment-là, transcende l'appartenance générique. Alors là, il y aura un gros dossier à ouvrir, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça serait trop volumineux, c'est celui de savoir si beauté est alors ce que les scolastiques appelaient un transcendantal. On peut parler alors de beauté, pour la beauté prédicative, de beauté simplicitaire, plutôt que secundum quid. Et je me permets de renvoyer à un article déjà un peu ancien, où cette question était examinée en relation avec Franck Siblet, un article de Siblet sur la question qui est traduit dans le livre de Siblet, traduit par Jacques Morisot, mais qui renvoyait à un article célèbre sur le bien et le mal de Peter Gitsch, où cette distinction entre attributif et prédicatif était centrale. C'est ce que l'on retrouverait dans ce texte très très célèbre de Saint-Augustin, le Sermon 241. Si je peux le lire quand même, interroge la beauté de la terre, la beauté de la mer, la beauté de cette vaste et immense atmosphère, la beauté du ciel, interroge l'harmonie qui règne parmi les étoiles, le soleil qui éclaire le jour par ses rayons, la lune qui diminue les ténèbres de la nuit qui succède au jour, les animaux qui se meuvent dans les eaux, ceux qui vivent sur la terre et ceux qui volent dans les airs, tant d'âmes qu'on ne voit pas et tant de corps qui frappent les regards, tant d'êtres visibles qu'il faut diriger et tant d'êtres invisibles qui les dirigent, interroge tout cela. Tout ne répond-il pas, regarde, admire notre beauté. La beauté même est une réponse. Or, qui a fait ces beautés muables, sinon l'immuable beauté? Donc voilà, dans le style du sermon augustinien, voilà toujours le même argument. Finalement, c'est le même argument que celui de Tennant. Mais je vais plutôt examiner cet argument, un autre argument, que je vais ensuite réutiliser comme argument par la beauté, dans un texte tout aussi célèbre que celui de, peut-être plus même encore, que celui d'Augustin, qui est un passage de la Somme théologique de Saint Thomas, la première partie, la question 2, l'article 3. Donc c'est ce texte que tout le monde a fait, ou que tout le monde faisait en terminale, je ne sais pas si on fait, avec les 5 voix. Là, c'est la 4e. Et Thomas dit, la 4e voix est prise des divers degrés qu'on remarque dans les êtres. En effet, on remarque dans la nature quelque chose de plus ou moins bon, de plus ou moins vrai, de plus ou moins noble, et il en est ainsi de tout le reste.
Or, le plus et le moins se disent d'objets différents, suivant qu'ils s'approchent davantage de la chaleur portée au degré le plus extrême. Il y a donc quelque chose qui est le vrai, le bon, le noble, et par conséquent l'être par excellence, car le vrai absolu est l'être absolu, comme le dit Aristote. Or, ce qu'il y a de plus élevé dans un genre est cause de tout ce que ce genre renferme. Ainsi, puisque le feu, qui est tout ce qu'il y a de plus chaud, est cause de ce qui est chaud, comme le dit le philosophe, il y a donc quelque chose qui est cause de ce qu'il y a d'être, de bonté et de perfection dans tous les êtres, et c'est cette cause que nous appelons Dieu. La quatrième voie de Thomas est certainement celle qui est la moins, considérée comme la moins sérieuse, ou la plus problématique, et même les gens les mieux intentionnés à l'égard de Thomas d'Aquin coincent sur la quatrième voie et considèrent que le raisonnement est complètement fautif. Je ne m'intéresse pas à cette question, qui est en soi passionnante, mais si on s'intéresse à Thomas d'Aquin, mais je la laisse de côté. Je vais simplement, à partir de la quatrième voie de Thomas, essayer d'élaborer un argument par la beauté qui est un peu similaire, en ayant un certain nombre de différences, de celui de Tennent. C'est l'argument de Roger d'Aquin. J'avais pensé à Thomas Puivet, mais j'ai un fils qui s'appelle Thomas et il n'aimerait pas du tout que je... Alors, voilà l'argument. Il y a des choses dans le monde qui sont plus ou moins belles. Il y a alors nécessairement un être qui est parfaitement beau. Troisième point, il est la cause de tout ce qui est, et donc la cause de la beauté des belles choses. Quatrième point, donc, il doit aussi y avoir quelque chose qui est la cause de leur beauté, et c'est ce que nous appelons Dieu. Vous voyez que je me contente, en réalité, d'ajouter à la liste fort brève de Thomas d'Aquin dans la quatrième voie. Lui, il fait le raisonnement à partir du bon, du vrai et du noble. Soit dit en passant, les explications qui disent qu'il s'intéresse aux transcendantaux me semblent poser un problème parce que noble n'a jamais été considéré comme un transcendantal. Mais laissons de côté ce point. J'ajoute simplement... on remarque dans la lecture quelque chose de plus ou moins bon, de plus ou moins vrai, ou de plus ou moins noble, et j'ajoute de plus ou moins beau. C'est tout. Je me contente d'ajouter une propriété en plus de celle que Thomas avait lui-même considérée. Dans ce cas, si on accepte un raisonnement de ce genre, si on dit un raisonnement de ce genre n'est pas aberrant, la beauté, on apprend quelque chose sur la beauté. La beauté est alors une propriété scalaire. C'est une propriété par degrés. Et les degrés les plus bas supposent les degrés les plus élevés. Et supposent la beauté elle-même. Parce que on ne dira même pas, comme vous le savez, que Dieu est beau, mais qu'il est la beauté. Dieu est beau et pas là. Dieu est beau supposerait qu'il y ait une composition en Dieu qui ne soit pas simple. Or, dans ce type de métaphysique, Dieu est simple. Et donc, s'il est beau, il est la beauté. De même que s'il est bon, il est la bonté, etc. Donc, on peut alors en conclure que la beauté est une propriété scalaire.
On peut aussi en conclure que la beauté est une propriété analogique. C'est-à-dire, si quelque chose est beau, cette chose est liée analogiquement à toutes les choses belles et à la beauté elle-même. Et troisième point, quelque chose que j'ai déjà considéré, c'est que la beauté est alors une propriété qui dépend d'une réponse. Parce que sa réalité est à la fois dans la chose belle, elle est dans, dans la belle chose ou dans la chose belle, là encore, je vais le dire en latin, in esse reale, c'est-à-dire dans son existence réelle, et elle est dans l'appréhension qu'en a un être humain, ou qu'un être humain en a, in esse intentionnale, c'est-à-dire de façon intentionnelle, ou avec un mode d'existence intentionnel. Un mode d'existence intentionnel qui, à mon sens, devrait être quelque chose comme une disposition. Alors, nous en venons donc à la réponse à la question « Pourquoi la beauté ?» Et j'ai mis la couverture de mon livre « L'art et le désir de Dieu » parce que je dis des choses qui sont proches de ce que je dis à la fin de ce livre. C'est que si toute cette élaboration traditionnelle, l'argument par la beauté, avec l'argument par la beauté, a un sens, alors on peut répondre à la question « Pourquoi la beauté ?» On y répond en disant que la finalité de la beauté est de nous mettre au contact d'une beauté qui n'est pas sensible et qui a une réalité plus élevée. Et c'est le cas parce que la beauté, cette relation est établie parce que la beauté est une propriété qui dépend d'une réponse, c'est-à-dire qui dépend d'une reconnaissance et d'une appréhension de notre part. Ce qui fait que la beauté suppose chez nous d'abord certainement des compétences, mais aussi des vertus. Alors, des compétences, de quelle façon ? Eh bien, ces compétences sont indispensables pour détecter de façon sensible et intellectuelle la beauté. Je pense que nous n'attribuons pas très facilement d'attitude esthétique ou d'expérience esthétique, si l'on veut, ou même une vie esthétique aux animaux non rationnels, parce que, sans doute, nous pensons qu'ils ne possèdent pas un certain type de compétences qui sont indispensables pour appréhender la beauté. Même si, vous savez, on raconte toujours, on met de la musique aux vaches pour qu'elles produisent du lait ou du lait de meilleure qualité, mais enfin, on suppose alors une relation purement mécanique entre les deux, et peut-être quelque chose de différent d'une expérience esthétique. Laissons de côté cette question. Donc, une large partie de ces compétences, je crois, sont sémiotiques. Et en particulier, elle consiste en une capacité à comprendre, ces compétences, ce qu'une chose exemplifie ou exprime, comme le montre, je crois, Goodman, qui évidemment aurait détesté le genre de théorie que je suis en train de proposer et qui aurait même été particulièrement hostile. Je crois que ces compétences supposent leur acquisition dans un cadre culturel qui comprend en particulier une tradition historique. Mais la réponse, elle n'est pas uniquement constituée de compétences, et c'est ce qui est important
pour la finalité, elle est aussi constituée de vertus qui rendent possible l'appréhension de la beauté comme une valeur parce qu'elles sont une attirance et une préférence pour ce qui a une valeur. J'utiliserai la définition que j'aime beaucoup de Robert Adams, que Robert Adams donne des vertus. Il dit que les vertus, c'est même le titre de son livre sur les vertus sont des excellences pour le bien. Les vertus sont des excellences pour le bien. Eh bien, je crois que ce sont aussi des excellences, au moins certaines, pour le beau. La beauté suppose donc un fondement métaphysique dans une certaine sorte d'êtres qui sont dotés de certaines dispositions spirituelles, on pourrait dire. Alors, la beauté, pourrait-on dire, est une propriété double. J'y reviens, une propriété Janus. Elle conduit vers une réalité supérieure, non sensible, et elle suppose, chez celui qui l'appréhende, une excellence. Je dirais, ça suppose qu'il soit beau aussi, d'une certaine façon. Une excellence de ceux qui appréhendent la beauté dans la réalité sensible. Ce qui, quand je parle de vertu, je parle d'une excellence, je dirais d'une disposition réelle dans les personnes, réelle même si, dans une certaine mesure, elle est acquise. Je laisse de côté la question de savoir si cette disposition est infuse par certains aspects. En tous les cas, c'est bien différent de dire qu'elle suppose une certaine sorte d'expérience, comme le dit un philosophe moderne. Donc la beauté, dans ce cas, est une propriété esthétique, mais en même temps, c'est une propriété éthique, dans un sens général, puisque c'est une excellence de notre nature et une réalisation la meilleure de ce que nous sommes. Je pense que c'est la raison pour laquelle, sans revenir sur cette question historique, le beau et le bon ont été à ce point liés. La beauté suppose, chez celui qui l'appréhende, une connaturalité avec ce qui l'appréhende, et les vertus sont l'excellence qui, en nous, répond à l'excellence de ce qui nous attire comme il convient, c'est-à-dire d'une propriété réelle. La beauté aurait donc comme fin dernière, comme finalité dernière, la meilleure réalisation de ce que nous sommes. Je m'arrêterai là pour pouvoir avoir des questions, si c'est possible. Mais je comprendrai très bien que une pareille théorie, vous trouviez cela trop beau pour être vrai. Merci.